Bonjour, une nouvelle belle journée qui commence. Je vais faire une double petite vidéo, enfin donc deux vidéos sur la façon dont on gère la circulation sur ce projet. Tout le monde sait que les clôtures ça ne se mange pas. On a essayé mais c'était pas top. Mais on en a quand même mis beaucoup. Et donc on pourrait se poser la question, mais pourquoi autant de dépenses pour mettre des clôtures, mettre des barrières, des portes, des passages? Eh bien parce qu'en fait ça va tellement nous faciliter la vie à terme que l'investissement en vaut la chandelle. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, comme ça vous êtes toujours au courant de ce qui se passe et des autres vidéos qui sont normalement régulières. Alors ne mettez jamais des clôtures, sauf éventuellement sur les pourtours et encore. Méfiez-vous parce que vous pourriez avoir besoin d'accès plus tard. Mais ne clôturez pas tout et n'importe quoi, n'importe comment. Sur la qualité des clôtures, allez voir l'autre vidéo que j'ai fait dessus, c'est très important. J'ai vu des projets avec des clôtures qui étaient vraiment qui faisaient mal au cœur alors qu'elles étaient neuves. Et c'est pas gai parce que du coup on va devoir les refaire plus tard. Mais bref, tout ne tourne pas autour des clôtures, mais au contraire sur les accès et la circulation. Alors autant quand je parle beaucoup de l'eau, souvent je dis que c'est une pièce maîtresse d'un design et c'est ce qui permet de connecter tout un design ensemble. Enfin c'est un des vecteurs très systémique puisque elle est dans tout. Mais on a aussi un autre aspect dont je parle moins souvent, enfin c'est pas vrai, mais qu'on connaît moins, c'est les accès et la circulation. Les accès et la circulation revêtent un caractère plutôt logistique, et pas que. Déjà au niveau logistique, c'est vraiment pas mal parce que c'est pas mal, c'est même indispensable, puisque c'est grâce à ça qu'on arrive à bien gérer un projet et à ne pas s'emberlificoter les pinceaux. Et puis surtout à pouvoir continuer à l'exploiter, l'entretenir et rester efficace quand il tourne à plein régime. Donc en fait vous avez ici derrière moi une clôture un portique en galva. Avant d'aller dans ce détail là, donc ici on a quand même, bon, je ne vais pas dire les prix, mais bon, enfin en général, hein, on va tourner dans les projets que je suis, on va tourner entre 30 et 80 000 euros de clôture. Sachant qu'elle est quand même à un bon prix et qu'elle est de bonne qualité. Alors c'est un énorme investissement, et puis il faut avoir les reins solides, hein, c'est pas moi qui paye ça, moi je suis délégué à l'aménagement et à la réalisation et au design. Mais par contre, ça a évidemment un gain de temps et donc d'argent à terme qui est vraiment super important. Donc moi je pense que c'est une dépense autour de la fin qu'il ne faut pas du tout minimiser parce que c'est quelque chose que vous allez rattraper plus tard. J'ai des collègues et j'ai pas que un collègue, j'en pense à un en particulier qui se reconnaîtra peut-être, mais j'ai des collègues qui passent leur temps à courir derrière les animaux, à réparer ou s'emmerder avec des assurances pour réparer ou payer les dégâts qu'ils ont occasionnés chez les voisins. Ils passent leur temps à réparer des clôtures. Et donc leur temps d'exploitation, il n'est pas du tout concentré sur les animaux. Bon là, en l'occurrence, il s'agit de cochons. Les petits porcelets, ça passe partout, ça va partout. Les porcs, ça bourre dans tout. C'est super résistant, c'est super robuste. Donc évidemment, c'est pas super top pour les clôtures. En fait, le temps qui passe à ça se trouve, il aurait déjà peut-être, avec ses 2, 3, 4 ans d'exploitation, peut-être qu'il a déjà passé quasiment l'équivalent d'un temps plein. C'est quoi un temps plein? C'est 25, 35 000 euros aujourd'hui, donc en fait, vous avez le calcul est très vite fait. Donc maintenant, le problème, c'est qu'il faut qu'il soit super bien designé et qu'il soit durable. Du coup, sur une exploitation de grande échelle, on dit, là, on va bouffer de la clôture tellement on en a mis. C'est pas faux, mais c'est pas vrai. En fait, sur l'exploitation de grande échelle, on aurait à peu près, si on disait qu'on exploitait 50, 100 hectares, en fait, on aurait à peu près la même quantité, voire même plus de clôtures que ça. Sachant qu'ici, elles sont quand même polyvalentes, hein, elles permettent
de faire face à tout type d'exploitation en fait. Sauf qu'ici, on a une exploitation qui est très densifiée, qui va dans cette ferme, on a plusieurs fermes à la fois, plusieurs pôles de revenus, de rentabilité. Un pôle étant la ressource, enfin les pôles se complémentent entre eux, sont la ressource les uns et des autres. Enfin, un pôle est la ressource de l'autre, et puis celui-là va lui offrir un autre service écosystémique. Ça je le ferai j'expliquerai dans d'autres vidéos. Et donc concrètement, sur le total de l'exploitation, le fait de segmenter, surtout ça, c'est pas tellement la clôture, c'est le fait de segmenter, nous permet d'avoir une rentabilité équivalente pour une gestion, beaucoup plus facile. Quand on segmente un terrain, c'est très important, ça c'est sur les petits terrains aussi, même chez vous, quand vous arrivez quelque part, et je crois que j'ai ça très souvent, mais je l'ai testé avec moi, puis avec d'autres exploitations aussi pendant ma carrière. Quand on a un espace ouvert, on se dit ouais c'est chouette, c'est grand, c'est ouvert, on a envie de le laisser comme ça. Et en fait, en particulier en permaculture, c'est pas forcément une bonne chose, parce que quand vous fermez des espaces, eh bien vous permettez en fait en fait on a une partie de zone 5 qui est dans le bois là derrière, ici, mais on n'a que ça, et encore on va exploiter une partie du bois, peut-être en sylviculture, une partie en bassin et tout ça. Donc segmenter, ça vous permet de rajouter en fait plein de lisières partout, de la biomasse, de la biodiversité, des passages, et aussi une perspective avec des histoires qui se racontent, des chemins que vous allez traverser. En fait, c'est comme si vous étiez dans un parc. Alors bon, on ne crée pas des parcs, des parcs à thème évidemment, mais ça permet de rendre plus concret une histoire, quelque chose qui se passe, ce vers quoi vous avez de l'allant quand vous êtes sur un terrain. Vous voyez clair aussi sur où vous devez aller. En fait, les choses se dessinent d'elles-mêmes, et c'est très agréable. Pour que les choses se dessinent d'elles-mêmes, il faut qu'elles soient toutes justifiées, et il faut qu'elles aient un sens logique quand même, parce qu'il y a la justification technique. On va mettre autant de bêtes, on a besoin d'autant de prairies, on a besoin de segmenter parce qu'il y a telle ou telle raison. Et puis il y a la segmentation logique. On ne va pas forcément mettre un chemin en plein milieu, sauf si ça a vraiment une vocation paysagère, parce qu'on a décidé de mettre un chemin en plein milieu et qu'on trouvait ça joli. La vocation paysagère, elle est très importante, elle est secondaire, primordiale, mais elle est secondaire dans le sens où elle est travaillée après la technique et la logistique, parce que sinon vous ne faites pas une ferme pour pouvoir l'admirer en buvant votre café, ou alors vous avez vraiment trop d'argent, mais vous faites une ferme d'abord pour qu'elle soit exploitée. Une ferme ou un jardin, mais dans les petits jardins ça marche aussi. Toujours tout ce que je dis c'est exploitable, c'est applicable dans tous les petits jardins. Je l'ai fait pendant des années, j'ai fait des dizaines de petits jardins ou de moins petits jardins, donc ça marche très très bien. Il faut juste chaque fois le répliquer à plus petite échelle. Donc notre exploitation ici, elle est polymorphe. C'est une exploitation qui est en polyculture élevage. On pourrait même dire donc polyculture. Donc on cultive plein de végétaux, différents. On cultive plein de choses différentes, de productions différentes. On a des petits fruits qui sont là-bas. On a encore toute une série de petits fruits qui sont là-bas derrière. On ne les voit pas d'ici. On a les arbres, on a la sylviculture, on a les fruitiers. On va avoir les légumes qui vont se trouver là-bas en bas, et puis des bêtes, et puis peut-être des champignons, et puis du miel, etc. Donc on a un système polyculture élevage, et aussi dans un système qu'on appelle le système agro-silvopastoral, c'est-à-dire qu'on va faire transhumer les bêtes de parcelle en parcelle, en leur permettant d'avoir un accès limité et contrôlé au bois, au bosquet, et qui est agréable, donc on le fait bouger de champ en champ, agro-silvopastoral. On dit toujours, on va travailler en polyculture élevage et on a un système agro-silvopastoral, mais qu'est-ce que c'est réellement? Simplement, c'est de l'agriculture régénérative, c'est de la reproduction de pratiques qui existeraient dans la nature si on n'existait pas nous, ou si on n'avait pas une telle emprise, et c'est le fait de pouvoir recréer des cycles du vivant, des cycles de circulation où les animaux puissent exploiter des zones de manière intensive mais très limitée, et où quand on fait arriver, ici je vais
Il faudra que j'observe un petit peu, mais je compte faire passer les taureaux à un moment donné. Une fois que la prairie qu'ils ont mangé qu'ils ont mangé à peu près la moitié de l'herbe, je vais expliquer ça plus en détail plus tard parce qu'ici c'est trop court. C'est pas la moitié de l'herbe. Enfin bon, une fois qu'ils ont mangé suffisamment, ils vont passer dans la prairie suivante. Et puis 4 jours après, je vais faire passer les poules qui vont bouffer en fait des larves des œufs de mouche qui auront éclos sur les bouses et qui vont être full protéines, plus en fait nettoyer toute la zone en permettant en mangeant en fait les éventuels nuisibles et en grattant le sol, donc en l'aérant légèrement en surface et aussi en permettant en fait de disperser les bouses et donc fertiliser le sol. Donc ça c'est un service écosystémique qui est gratuit et qui est bon pour la nature et qui nous permet aussi de nous nourrir. Pour la mise en place de haies, il y a un séquençage que j'utilise qui est, on a une clôture. On disait que là on avait une clôture même si c'est pas la nôtre parce qu'en fait la caméra est sur un pied de la clôture que je dois vous montrer. On a une clôture et puis on a une haie. Enfin, si je dois faire un chemin, je sais que ce chemin soit de préférence pas trop dans le sens de la pente, pas toujours, c'est pas toujours possible. J'explique ça dans une autre vidéo, en particulier celle où je parle de l'exploitation des petits fruits, où justement j'ai cultivé dans le sens de la pente pour des raisons bien précises. Ce que je dis, il faut toujours remettre les choses dans le contexte, et ce que je dis peut être remis en question. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a pas de... En permaculture, le problème c'est qu'on a tendance à répliquer des techniques et pas de faire du design. Et le design, il est toujours unique. Et même si vous avez un autre designer que moi ou que quelqu'un d'autre qui vient sur un projet, il va faire un autre design. Mais bon, bref. Donc quand je fais un chemin, j'essaye qu'il soit en même temps plusieurs fois utile. Et donc par exemple ici, j'ai ma clôture. Ok, donc je vais avoir les animaux qui ne vont pas pouvoir venir manger les haies, enfin les brouter directement. Et donc empêcher qu'elles puissent casser les branches ou empêcher qu'elles puissent pousser. Après, je pourrais avoir tendance à faire venir les bovins dedans, parce que ça peut être intéressant qu'ils débroussaillent un petit peu. Mais ça, c'est dans 5 à 10 ans, pas maintenant. Enfin, bref, parce que je pourrais aussi utiliser les chemins. Ce sont des chemins de passage pour les machines, pour l'exploitation, pour le transit des poulaillers, mais aussi des chemins de transhumance, pour que les animaux puissent se bouger d'un endroit à l'autre. Clôture et chemin, et puis éventuellement, celle-ci n'est pas encore mise, je ne sais pas encore si je vais en mettre une ou pas, et puis de nouveau clôture, et puis la pâture. Donc on pourrait dire qu'ici j'ai une pâture, par exemple, bon, là c'est la prairie du voisin, on pourrait dire que j'ai une pâture ici. Pourquoi? Parce que tant qu'à faire un chemin, quand je dois mettre une haie toute seule au milieu d'une prairie, il y en a là-bas, malheureusement je suis obligé de les clôturer. Donc c'est-à-dire qu'en fait je pose une clôture pour mettre une haie, ce qui est quand même... il y a des bonnes raisons de le faire, mais bon, c'est quand même un petit peu, c'est beaucoup d'argent, quoi. Pourquoi? Parce que bon, j'ai besoin de créer des microclimats, j'ai besoin de créer des couloirs, et j'ai besoin aussi que les animaux ne viennent pas détruire ma haie. Par contre, la clôture, elle se situe à environ 1 mètre de la haie, pour que je puisse passer dans un premier temps, d'abord que je puisse passer moi pour l'exploiter ou pour l'entretenir si j'en ai besoin, mais aussi pouvoir passer avec notre débroussailleuse qui fonctionne très bien, ce qui nous permet d'avoir une bien meilleure reprise et d'éviter que les arbustes se fassent trop envahir par les herbes. Bon, ici on le voit un petit peu, c'est normal, c'est à leurs pieds, mais bon, ça va aller, c'est pas très grave. Par contre, si on a vraiment les herbes qui deviennent comme ça autour et qu'on ne sait pas passer, en fait on risque de perdre des kilomètres de haies, puisqu'on plante des kilomètres de haies. Donc chaque fois on a 1 mètre, ce qui correspond à peu près aussi à l'espace dont la plante a besoin pour se développer. Et puis on a le chemin, donc on a encore un espace ici pour ne pas riper contre les haies, il faut pouvoir se laisser de l'espace. Et donc du coup, en se laissant de l'espace, il faut aussi faire attention que quand on fait des chemins, on perd de l'espace d'exploitation. Donc c'est bien de faire des chemins, c'est bien de mettre des etc. Mais à un moment, il faut pondérer aussi quelle est la quantité d'espace que l'on perd par rapport à la facilité logistique que l'on gagne. Donc j'ai mon chemin qui me permet de circuler, puis j'ai de nouveau normalement une haie, et enfin je vais avoir ma clôture qui va venir ici, et puis ma pâture. Et donc ça me permet, en faisant un chemin, où je dois quand même mettre des clôtures pour éviter que les animaux ne viennent le défoncer, et bien de placer une haie en même temps, et donc de créer de la biodiversité. Mais par contre, si c'est pas du tout intéressant
que je mette une haie à côté de mon chemin parce qu'il y a des raisons qui font que c'est pas un bon endroit pour mettre une haie, que ça fait trop d'ombre, qu'on est déjà orienté au nord, dans un vallon orienté nord aussi, il va falloir que je réfléchisse ou que je mette mon chemin ailleurs. Je vais devoir voir si en mettant mon chemin ailleurs, je risque pas de créer un gap, un trou logistique. Donc c'est le problème du design, c'est qu'il faut tout faire et tout penser en même temps. Enfin, le problème, et ce que moi j'aime beaucoup, voilà, pour arriver à une solution qui est la plus optimisée possible. Alors, donc ici, en fait, on est aussi, c'est intéressant, il y en a plusieurs sur le site, on va en voir dans la deuxième vidéo un peu plus évident, mais ici, en fait, on est sur un carrefour. Bon, là, on est en train de nettoyer un peu le bois, donc, bon, forcément, ça fait un peu négligé, je dirais, mais bon, j'en parlerai aussi de pourquoi est-ce qu'on abat des arbres, qu'est-ce qu'on va faire avec, qu'est-ce qu'on va faire mettre à la place, etc. Donc ici, on est sur un carrefour. Quand on arrive, donc on a un chemin qui vient de la ferme, là-bas en bas. Et puis quand on arrive ici, on remonte le plus direct possible. Évidemment, on va mettre des déviations sur ce chemin pour éviter que le ruissellement n'aille tout droit et ne s'accélère en créant de l'érosion. On arrive ici. Là, j'ai un premier carrefour. C'est pour ça que ma barrière qui est ici, en fait, elle est à 45 degrés. Parce que je dois pouvoir accéder de ce côté-ci et de ce côté-là. Enfin, ça sert à rien de mettre à 90 degrés parce que je vais devoir faire un demi-tour ici ou là ça va être très pratique, mais si ça va pas être pratique, et si je la mets dans l'autre sens, ça va être la même chose. Donc j'ai mis à 45 degrés pour pouvoir aller tout droit. Et ici, en fait, sur cette zone ici, j'ai encore une haie là-bas. Donc ça va être clôturé de nouveau. Donc on va avoir une haie qui va venir ici, à côté de la clôture. Clôture et chemin et clôture. Je vais reclôturer par là. Donc ceci va rester une pâture. Et ceci va devenir une zone où je vais pouvoir faire un demi-tour, déposer un peu de matériaux si j'en ai besoin, laisser une machine, en fait, créer tout ce bordel qu'on a fait sur le sol sans que ce soit gênant parce qu'on est obligé de le faire au milieu d'une pâture. Donc je me laisse des zones, parfois c'est simplement des zones de délestage où je peux placer du matériau, des stocks temporaires. Je me laisse des zones qui vont servir à être des zones logistiques, des zones d'échange, des zones de demi-tour, des espaces des espaces qui vont me permettre de ne pas détruire ce qu'il y a autour. Pour l'instant, en fait, comme on n'a pas encore l'autorisation de faire ces chemins, parce qu'on doit les stabiliser, donc ça demande des permis, on est en train de détruire une partie de la prairie qui est en bas. Et heureusement, on va devoir la refaire de toute façon, parce que c'était dans mes intentions. Mais bon, on crée des ornières, on tasse le sol, c'est pas trop génial, donc voilà, c'est aussi pour éviter ça que c'est bien d'avoir une circulation, et c'est bien de la segmenter aussi. Maintenant, il faut vous permettre de toujours pouvoir rebondir. C'est très, très compliqué, je pense, de faire une circulation efficace parce qu'il faut vraiment pas arriver à ne pas se coincer, à ne pas se sentir figé dans l'exploitation qu'on crée, quoi. Voilà, il faut encore savoir une petite chose, c'est qu'une fois que les haies auront suffisamment poussé, qu'elles se sont développées, comme elles sont à 1 mètre de la pâture, en fait, ça va permettre aussi aux bovins de manger, de brouter le surplus des feuilles qui se trouvent à leur hauteur. Et en fait, c'est intéressant parce que du coup, les animaux vont pouvoir manger, se diversifier leur régime alimentaire, en particulier en hiver, en taillant les haies à notre place, tout simplement, et en leur donnant une forme qui est un peu plus dense en dessous, ce qui va nous permettre après d'enlever les clôtures, ou quand les clôtures vont commencer à péricliter, à mon avis, c'est dans 30 à 50 ans. Donc on va avoir vraiment des haies qui sont denses en dessous avec un feuillage vraiment épais qui va empêcher les animaux de passer. Et on n'aura plus besoin de remplacer en fait et de replacer ces clôtures parce que effectivement c'est bien. Là on a mis un tas de clôtures, c'est très beau, ça va servir beaucoup, mais un jour il faut aussi penser au fait qu'on va devoir les renouveler. Or en permaculture, on va programmer des exploitations sur plusieurs générations. Et si on est obligé de remplacer en permanence ces clôtures-là, peut-être qu'à un moment on n'aura plus les ressources ou plus le temps, ce sera plus rentable. Et donc il faut se méfier, il faut vraiment voir sur le long terme et sur plusieurs générations, tout comme on plante des arbres aux tiges dans cet objectif-là. Voilà, ça c'est pour la première vidéo. Dans la deuxième vidéo, je vais montrer un peu plus de détails techniques. On va aller voir un autre carrefour aussi. Et je vais encore compléter en fait ce que j'ai dit précédemment, pour l'instant sur la structure. Voilà, merci.